Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue à ce nouveau meet-up. Donc aujourd'hui, on a l'occasion de ce nouveau meet-up. On a là vraiment du coup l'honneur d'accueillir donc Laura Siboni, hein, qui va pouvoir nous parler d'un sujet qui est encore une fois hyper enrichissant et hyper intéressant. On va parler de l'IA aujourd'hui. Donc je te donne la main, Laura. Laisse-nous un peu découvrir un peu plus ce nouveau sujet. Oui, volontiers, merci beaucoup. Première chose, n'hésitez pas évidemment à poser des questions dans le chat, à intervenir. C'est vraiment important pour moi parce que là, je viens vous parler d'intelligence artificielle, mais je le dis tout de suite, autant révéler les secrets dès le départ, je ne suis pas ingénieure. Moi, si je me suis intéressée à l'intelligence artificielle, c'était parce que à la fin de mon master, j'écrivais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. Ma principale question, c'était comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un et savoir que cette personne va aimer le livre, alors qu'elle ne l'a pas lu, que chaque livre est unique et chaque lecteur est unique. Donc, bien sûr, il existait déjà des systèmes pour recommander des livres. On pouvait évidemment demander aux gens, faire des sondages, mais lorsqu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez lire, peu de chances que la réponse soit très précise. Souvent, on va plutôt entendre j'aimerais être surprise. Ou alors, il y avait la méthode Amazon. Les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre. Mais vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de biais qui émergent de ces méthodes. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au matching par similarité, c'est-à-dire tout ce que va permettre l'intelligence artificielle en termes de mise en relation d'éléments similaires. Ça, nous y reviendrons lorsqu'on parlera de ce que sont les patterns. Je ne sais pas quel est votre niveau de familiarité avec l'IA. Mais donc, c'est en m'intéressant aux similarités qu'il pouvait y avoir entre des livres que j'ai découvert ce que faisait Google Agriculture. Si vous ne connaissez pas Google Agriculture, c'est une petite équipe à l'intérieur de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres auprès de partenaires comme le musée d'Orsay, le MoMA, le Met, le musée de l'Ermitage, qui les a mis en ligne et qui fait des expériences, notamment d'intelligence artificielle, pour rendre ces 8 millions d'œuvres plus accessibles, créer de nouveaux liens. Et donc, une des expériences qu'il faisait, et que je suis ravie de pouvoir vous montrer parce que je veux rendre l'intelligence artificielle plus visible, c'est une expérience qui permettait de mettre en relation des œuvres qui visuellement se ressemblent, de créer des chemins de similarité parmi les collections. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Google Agriculture et que j'ai découvert l'intelligence artificielle par la pratique, en travaillant avec les creative coders, donc les artistes du code, les gens qui inventaient ces nouvelles expériences d'IA pour ouvrir de nouvelles portes parmi 8 millions d'œuvres, parce que quand il y a 8 millions d'œuvres, on ne sait pas par où commencer. Et donc, c'est en découvrant l'IA par la pratique que j'ai aussi voulu l'enseigner. Donc maintenant, ça fait 5 ans que j'enseigne à HEC des initiations à l'intelligence artificielle, où j'essaye toujours de garder cette approche très concrète, c'est-à-dire de partir de bases de données qui vont pas être des bases de données financières, des bases de données de radiographie médicale, des domaines où l'IA a clairement une carte à jouer, mais qui sont moins parlants. Et donc, moi, je préfère utiliser des bases de données visuelles, comme les 8 millions de chefs-d'œuvre qui ont été numérisés par Google Agriculture, ou des bases de données musicales. Et d'ailleurs, ça rend l'IA plus proche, parce que l'IA, je pourrais vous demander, d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre dans le chat, quand est-ce que vous avez utilisé l'IA pour la dernière fois ? Est-ce que c'était la semaine dernière, ce matin, hier, il y a quelques semaines? Bon, bien sûr, la réponse, vous vous en doutez, c'est que vous êtes en train d'utiliser l'IA en ce moment. On est tous en train de l'utiliser en ce moment parce que l'IA, c'est ce qui nous évite d'être noyés sous les spams. L'IA, c'est ce qui protège nos comptes bancaires. C'est ce qui va optimiser la batterie de notre ordinateur en ce moment. Et donc, c'est c'est un ensemble de technologies qu'on utilise au quotidien, souvent sans s'en rendre compte. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir l'approche pratique, concrète, et pouvoir montrer l'intelligence artificielle. Donc, le mois dernier, j'ai publié chez Grasset, et j'ai publié Fantasia,
Donc, l'idée de Fantasia, c'est de raconter l'intelligence artificielle, de la donner à voir à travers des histoires, à travers des récits, des fables, des dialogues aussi, parce que l'avenir de l'intelligence artificielle, on le connaît pas. Il se construit à travers des dialogues, des conversations, des oppositions de points de vue. Et donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est plus vous montrer ce qu'il y a toujours avec cette vision pratique. Mais j'insiste sur le fait de montrer plus que d'expliquer. Donc vraiment, s'il y a des questions spécifiques, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à interrompre, à intervenir dans le chat. La première chose, déjà, une des questions qui revient le plus souvent sur l'IA, c'est comment est-ce qu'on la définit. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que c'est pas évident à définir. Ça en dit souvent plus sur la personne qui essaye de définir que sur l'intelligence artificielle, parce que l'IA, c'est à la fois un champ scientifique. L'IA, le terme est apparu en 1958 dans une demande de financement qui a été adressée au centre Rockefeller. Donc ça apparaît en 1958 pour décrire le champ scientifique qui cherche à comprendre les facultés cognitives de l'homme, à comprendre comment fonctionne le cerveau humain en le simulant sur des machines. Donc il y a des neuropsychiatres, des experts du cerveau humain et des mathématiciens, essentiellement des statisticiens d'ailleurs, qui ont travaillé ensemble pour essayer de comprendre les facultés cognitives de l'homme, donc notre capacité à générer du texte, à parler, notre capacité à analyser des données, à classer des données, donc finalement notre capacité à comprendre en la simulant sur des machines. La réalisation la plus symbolique de ce champ scientifique, c'était en 1997, lorsque le grand maître d'échecs Kasparov a affronté Deep Blue. Donc tout le monde connaît cette histoire. Deep Blue est un logiciel d'IA qui a été développé par IBM et qui va simuler les capacités de l'homme à établir des stratégies, donc en l'occurrence à jouer aux échecs, dans un cadre bien spécifique. Aux échecs, on a un plateau de jeu, on a des règles dont on ne sort pas, dans un cadre bien spécifique, à simuler ses compétences humaines jusqu'à finir par vaincre le grand maître des échecs. Et donc ça, c'est le champ de compétences scientifiques. Ce qu'on confond souvent aujourd'hui, et c'est un problème, c'est la science et la technologie. Il y a une phrase de Romain Gary que j'aime bien dans Charge d'âme, où il va jusqu'à dire la technologie, c'est le trou du cul de la science. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la technologie, c'est les applications de la science à des usages humains. Donc, lorsqu'on dit l'IA, c'est un outil, c'est pas tout à fait vrai. Déjà parce que c'est pas un outil neutre, et ensuite parce qu'avant d'être un outil, c'était déjà tout un champ d'expérience, de recherche et donc d'exploration. Comme ensemble de technologies, évidemment, on le connaît mieux puisque on peut le prendre en main. La vision qui s'est imposée depuis un an, c'est évidemment ChatGPT, mais l'IA ne se résume pas à ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est passionnant de le tester, de le prendre en main, de voir les usages que vous en faites, ceux qui vont vous servir, ceux qui ne vont pas vous servir, les moments où ChatGPT vous déçoit. Donc ça, c'est absolument passionnant de se dire que les LLM, donc les modèles de langage, en sont arrivés à ces capacités-là de génération. Mais ça ne résume pas l'ensemble de l'IA, et l'IA, on l'utilise au quotidien et souvent sans s'en rendre compte, parce qu'elle est invisible. Alors, je vois que dans le chat, vous faites la publicité de Mistral et vous avez bien raison. En tout cas, moi, sans vouloir recommander un modèle de langage plutôt qu'un autre, je vous encourage surtout à les tester. Donc, Mistral, il y a une version gratuite que vous pouvez tester. ChatGPT, vous pouvez bien sûr tester la version 3.5. Il y en a d'autres. Vous pouvez tester Bard aussi. Je pense que l'essentiel, c'est déjà de s'amuser avec, pour l'adapter à vos usages. Pourquoi? Parce que les modèles de langage aujourd'hui, les générateurs de texte, sont extrêmement polyvalents et vont pas avoir exactement les mêmes capacités en fonction des différents usages.
Un exemple qu'on cite souvent, c'est que ChatGPT est porteur d'un... Alors certains vont jusqu'à dire porteur d'un monde. Je pense qu'il faut déjà se dire porteur d'une idéologie, c'est-à-dire d'un ensemble de valeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche de filtre qui a été ajoutée par renforcement, donc des humains qui ont encouragé certains types de réponses par rapport à d'autres. C'est pour ça que ChatGPT va refuser systématiquement de générer des insultes, de générer du contenu raciste et autres. Et donc, par exemple, ChatGPT va être très bon pour ce qui est du politiquement correct, parce qu'on a ajouté cette couche de filtre par renforcement dessus. Mais pour moi, l'essentiel, c'est déjà de tester pour s'approprier les outils et voir en fonction de vos usages et justement en fonction de ce qui vous intéresse, ce que vous pouvez en faire. Un bon moyen de tester, c'est par exemple de demander à un modèle ce qu'il connaît de vous. Par exemple, qui est Laura Sibony? Et parce que vous, a priori, vous connaissez bien, vous connaissez mieux que ne le fait un modèle de langage. Et donc, c'est aussi un bon moyen de mettre à l'épreuve, si on peut dire, les modèles, de voir la différence qu'il y a entre une véritable compréhension fine de la personne et une génération qui reste en grande partie basée sur des statistiques de mots les uns après les autres. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle des technologies d'IA, on pense en premier aux générateurs de texte. Ce ne sont pas les seuls. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand on utilisait les assistants vocaux, le Google Assistant, Siri, ça aussi, ce sont des modèles qui reposent sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui est plus important à souligner, c'est ces IA qu'on ne voit pas et qu'on utilise au quotidien. Donc celles qui vont détecter la fraude, celles qui vont reconnaître des visages, qui peuvent être utilisées pour le meilleur comme pour le pire. Les IA de détection de visage, c'est celles qui sont dans Face ID, qui permettent de déverrouiller votre portable sans avoir à retenir 50 000 codes. Mais ce sont aussi celles qu'on utilise pour établir votre score social en Chine. Les IA de reconnaissance d'image, elles peuvent servir à reconnaître des tumeurs sur des radiographies, donc à éviter des cancers, tout comme à guérir des cancers, tout comme elles peuvent servir à équiper les drones tueurs et à faire des frappes ciblées. Et donc l'IA, c'est pas une technologie comme une autre, dans le sens où elle est très ambiguë. On peut l'utiliser pour le meilleur comme pour le pire, et qu'elle a des effets qui vont au-delà de l'outil. Si je me suis intéressée à l'IA et pas à ce point à la blockchain ou à la réalité virtuelle, qui sont aussi des technologies intéressantes, c'est parce que l'IA nous force à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut comme travail à l'heure où on peut automatiser la majorité des tâches. Qu'est-ce que c'est même que le propre de l'homme? Vous voyez, toutes ces vieilles questions qui reviennent à la mode. Qu'est-ce que c'est que le propre de l'homme à l'heure où des machines peuvent produire du texte, peuvent produire de la musique qui nous fait ressentir des émotions? Qu'est-ce que ça veut dire qu'écrire, que créer à l'heure où on peut générer, par exemple? Et donc toutes ces vieilles questions de la métaphysique reprennent du service aujourd'hui, redeviennent d'actualité face à cet ensemble de technologies qu'on a du mal à définir parce qu'il a des usages extrêmement polyvalents, extrêmement divers et très ambigus, c'est-à-dire capables du meilleur comme du pire. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui beaucoup de désinformation. Bien sûr que la désinformation existait avant l'IA, mais l'IA va lui donner un impact beaucoup plus large parce que l'IA, c'est ce que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et qui va curater, c'est-à-dire sélectionner le contenu que vous voyez en premier. C'est donc aussi ce qui va, donc si ça sélectionne l'information, c'est aussi ce qui va former vos opinions, former vos votes. J'ai pas envie de faire trop peur et de rappeler les exemples célèbres du profiling de Cambridge Analytica, mais l'IA, lorsqu'elle cible les publicités, est aussi capable de cibler des profils, de reconnaître un ensemble de régularités qui définissent des profils de personnes
qui vont être plus ou moins perméables à certains types d'idées et donc à travers ça, de manipuler des votes. Donc on pourrait aborder énormément d'enjeux qui sont liés à l'IA sans être directement un pur produit de l'intelligence artificielle. C'est juste que l'IA va leur donner beaucoup plus d'ampleur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change par rapport à l'algorithmique? Donc par rapport à des systèmes plus procéduraux, par rapport à des systèmes où si il se produit telle chose, alors le système prend telle action. Si la température dépasse 21 degrés, alors le chauffage s'arrête, par exemple. Par rapport à ces systèmes-là, l'IA va plus raisonner par patterns, donc par recherche de régularité, de la logique sous-jacente dans une base de données. Chercher des éléments qui se répètent, des motifs de similarité. Un exemple qu'on connaît bien, c'est pour reconnaître des visages. Ça, on sait tous le faire, reconnaître un visage. On pourrait reconnaître le visage d'un ami entre 1000, mais on ne pourrait pas expliquer quel est son algorithme. On ne pourrait pas dire, là, je reconnais que c'est le visage de ma mère parce que il y a tel écartement entre les yeux, parce que la forme du visage est comme ci ou comme ça, parce que sur le spectre RVB, la couleur de peau est comme ça. Donc, on ne pourrait pas donner son algorithme. Comment est-ce qu'on reconnaît un visage? Comment est-ce que même des bébés peuvent reconnaître des visages? Parce qu'ils en ont déjà vu des centaines, des milliers, et qu'on va chercher les similarités. Nos réseaux de neurones, notre cerveau, va chercher les similarités parmi ces centaines, ces milliers, ces millions de visages qu'on voit dans notre vie. Et c'est ce qui nous permet d'en reconnaître un en particulier. Donc c'est quelque part de la recherche de patterns. C'est principalement ce que change l'IA, c'est ce qui va lui permettre d'apprendre. Parce que lorsqu'elle est confrontée à de nouvelles bases de données, elle pourra retrouver ces logiques sous-jacentes. Et ça, c'est une immense différence. Des systèmes qui sont capables d'apprendre des choses pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement programmés, ça change beaucoup dans le domaine de l'informatique, puisque ça va permettre de reconnaître de nouvelles images, ça va permettre d'identifier, de classer de nouvelles manières. On va le voir évidemment plus concrètement. Et puis, donc, l'IA, c'est d'abord un champ scientifique, des recherches de compréhension des facultés humaines en les simulant sur des machines. C'est des technologies, comme vous le voyez, très variées, mais c'est aussi un imaginaire. Et l'IA, ça fait peur, et l'IA, ça fascine. Parce qu'on sait que c'est porteur à la fois de menaces et d'opportunités, au point où c'est devenu un cliché de le dire. C'est aussi pour ça que j'ai voulu intituler mon livre Fantasia, parce que comme dans les fantasias marocaines ou algériennes, ça fascine et ça terrifie en même temps. Et c'est tout un imaginaire. Quand je faisais des visites au lab de Google Agriculture, il y avait deux questions qui revenaient très souvent. La première qui était est-ce que l'IA risque de prendre le pas sur l'humanité? Donc ça, c'est les questions Terminator. Et en effet, ça fait partie de l'imaginaire. Et puis, c'était des gens qui venaient me dire je suis sûre que l'IA m'écoute parce que hier, je parlais de chocolat belge avec une amie et aujourd'hui, j'ai des pubs pour des chocolats belges. Et la réponse, elle est assez décevante puisque ma réponse, souvent, c'est de dire aux gens non, l'IA vous écoute pas, mais il n'y a pas besoin d'écouter pour savoir que vous êtes intéressé par les chocolats belges. En fait, il n'y a même pas besoin d'écouter ce que vous dites pour vous connaître, pour nous connaître, parce qu'on laisse tous des données en ligne, et que le profiling aujourd'hui est de plus en plus fin. Il n'y a pas besoin d'énormément de données pour savoir cibler des profils, pour savoir ce qui peut vous intéresser. Pourquoi? Parce que toutes ces données qu'on laisse en ligne, notre historique de navigation, éventuellement des photographies, des commentaires, des posts, des likes, etc., tout ce qu'on laisse en ligne, ça définit une identité numérique qui, lorsqu'on l'analyse sous forme de patterns, n'a même pas besoin d'être associé à votre nom, peut tout à fait être anonyme, mais permettre tout de même d'identifier quelles sont vos préférences et vos intérêts.
Ces technologies-là, c'est celles qui permettent de vous recommander des films sur Netflix en fonction de votre historique, qui vous permettent de vous recommander des musiques sur Spotify ou sur Deezer en fonction de ce que vous avez aimé, mais qui permettent aussi de vous recommander des informations, des posts, des tribunes, etc., en fonction de ce que vous avez aimé, et donc de nous enfermer dans des chambres d'écho. Je crois que ça va dans le sens de la question d'Emmanuel, puisqu'il parle des biais des IA qui sont alimentés par des bases de données. Je me permets de relire la question. Qu'elles sont alimentées par des bases de données qui sont forcément orientées et donc qui peuvent renforcer des idées fausses qui ont été relayées sur le net. Et ça, cette question, elle fait écho au business model des réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, c'est au sens très large. C'est bien sûr Facebook, X, LinkedIn, mais c'est aussi YouTube, qui est aussi un réseau social. C'est aussi TikTok, même d'autant plus parce que sur TikTok, on consomme énormément de contenu parce que ça va très vite. Donc c'est vrai aussi pour WhatsApp, même si on voit moins de publicité, qu'il y a moins de curation de contenu. Mais WhatsApp fait partie du groupe Meta, au même titre qu'Instagram et Facebook. Et donc, sur les réseaux sociaux, le but, c'est de vous retenir le plus longtemps possible sur la plateforme, puisque c'est comme ça que vous allez consommer de la publicité, dont l'espace est vendu à des annonceurs et est vendu d'autant plus cher qu'il y a des gens qui la regardent. Donc, le but de Facebook, c'est de vous retenir le plus longtemps possible sur la plateforme. Ça se comprend aisément. Et donc, comment est-ce qu'ils font? Il y a plusieurs mécanismes. C'est pas uniquement du blanc ou noir. C'est déjà essayer de vous donner du contenu qui va pas vous faire quitter la plateforme, donc un contenu qui va vous intéresser, et puis du contenu qui va vous faire réagir, pour que vous ayez envie d'amener d'autres personnes et de rester plus longtemps. Et donc le contenu qui va vous intéresser, souvent, on va sélectionner un contenu qui est déjà plus ou moins en ligne avec ce que vous appréciez, avec les likes, avec les communautés dont vous faites partie. Donc ça a tendance à enfermer les gens dans des chambres d'écho, c'est-à-dire des chambres virtuelles, bien sûr, où on n'entend plus que son propre écho, où on n'est plus confronté qu'à des idées qu'on pourrait préalablement aimer, et non plus confronté à des idées qui justement nous ouvriraient l'esprit, nous permettraient de débattre, et d'autre part, à des idées qui font réagir, et ce qui fait le plus réagir, c'est l'indignation. L'emoji qui va être le plus utilisé sur X, c'est l'emoji en colère. Enfin, c'est celui qui génère, le plus de réactions, le plus de retweets, de commentaires. Exactement, c'est fournir des tas de putaclic. Je l'aurais pas forcément dit comme ça. Mais le putaclic, c'est pas seulement les 10 conseils pour avoir une belle peau. Et le troisième va vous surprendre. C'est aussi du contenu où on est en colère, où on s'indigne, qui peut aller de le RERB est encore en retard jusqu'à le Hamas est-il un groupe terroriste, qui peut vraiment prendre des formes extrêmement différentes. Et donc, tout ce contenu qui va vous indigner, il favorise pas du tout le débat, il favorise pas l'esprit de nuance, qui déjà est pas favorisé en ligne, parce que pour plein de mécanismes, parce que lorsqu'on est en ligne, on a tendance à se sentir en tout cas plus anonyme, et puis souvent on est limité par le nombre de caractères, par le temps, par les moyens d'expression aussi. Voilà, oui, le putaclic, en effet, c'est un moyen de vous retenir parmi d'autres sur les plateformes. Mais là, on s'éloigne de l'IA. Je parlais surtout de la curation, donc curation de contenu qui font du like, donc qui peuvent être putaclic, qui peuvent être des contenus donc racoleurs, des contenus qui vous indignent, ou des contenus qui auront été curatés, sélectionnés pour vous plaire préalablement. Et donc, on en arrive à la conclusion que le seul moyen de résister à ce formatage de l'esprit, qui finit par nous enfermer dans un nombrilisme où on n'est plus confronté qu'à ce qu'on pourrait déjà aimer ou à ce qu'on va détester et qui nuit à l'esprit de nuance, c'est de renforcer l'esprit critique, voire un esprit critique de combat. C'est de chercher des modes d'expression plus variés, de prendre le temps long, d'aller se confronter à un contenu qui, lui, n'a pas été curaté,
ou qu'il a été par des humains, c'est-à-dire par des libraires, par des enseignants, par des amis, par vos proches, et non pas pour vous plaire, mais pour vous faire réfléchir. Donc c'est sortir de l'esprit de consommation de contenu, où on va chercher des choses qui vous brossent dans le sens du poil, et chercher au contraire des choses qui pourraient être en désaccord, pas forcément en désaccord frontal, mais qui vont faire réfléchir, qui vont faire grandir. Et en effet, la multiplication des données, ça je pense que c'est un sujet essentiel à aborder, c'est ce qui a permis les développements récents de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on produit plus de données. De toute façon, on a même perdu les ordres de grandeur tellement ça va vite. Mais enfin, on produit plus de données en un an qu'on en produisait entre l'aube de l'humanité et les années 2010. Parce qu'on produit des données en permanence. Quand on est en ligne, on produit des données de navigation, on produit des données de connexion, on produit des images qu'on enregistre constamment, du son. Tout ça, c'est des données. Et ces données, finalement, c'est nous-mêmes, puisque c'est aussi ce qui permet de sélectionner l'information qu'on va voir et donc, à travers ça, de repérer les profils qui seront les plus à même de s'abstenir aux élections ou d'être sensible à telle ou telle opinion ou à telle ou telle publicité. Des fois, la limite est fine entre la publicité et la propagande. Et donc, le fait de constamment produire des données, produire des préférences, produire des likes, produire des images, toutes ces données qui en disent beaucoup sur nous, c'est ce qui a permis les développements de l'intelligence artificielle qui se nourrit de ces données, mais c'est aussi ce qui fait particulièrement les enfants, sont de plus en plus retenus sur les portables et sur cette surconsommation qui finit par ne plus avoir de but. Donc là aussi, vous avez bien raison de dire que le problème, c'est pas la technologie en soi, c'est ce qu'on en fait, sauf que l'usage est porteur d'enjeux. L'usage n'est pas tout à fait neutre. Lorsqu'on résume l'IA à un outil, c'est comme de dire, les robots ont remplacé notre force mécanique et donc sont meilleurs que nous en matière de force mécanique. Même, on prend souvent l'exemple du marteau ou du couteau. Un marteau est meilleur que nous pour enfoncer un clou, meilleur qu'un humain. Et heureusement, il a été conçu pour ça. C'est la continuation de nos forces mécaniques. Et donc, par comparaison, on a tendance à dire, voilà, le marteau, on peut enfoncer des clous ou on peut casser le crâne à quelqu'un avec. Tous les outils sont ambigus. L'IA, quelque part, ça serait un outil qui est la prolongation, non pas de nos forces mécaniques, mais de nos forces intellectuelles, de notre capacité à produire du texte, de notre capacité à analyser, de notre capacité à classer. Sauf que là, c'est plus du tout neutre, puisque cette capacité à analyser et à classer, lorsqu'on l'utilise pour analyser, classer des images ou des opinions, ben finalement, elle va avoir un effet, non pas sur le réel qui nous entoure, mais aussi sur nous. Un exemple que je prends souvent, c'est celui de ma grand-mère. Ma grand-mère ne sait pas utiliser son portable, parce qu'elle a des faux ongles qui l'empêchent de taper sur son portable. Et elle ne sait pas utiliser son portable. Et pourtant, elle utilise l'intelligence artificielle au quotidien et elle est très formatée par l'IA. Parce qu'elle tire quasiment toutes ces informations de ma tante, qui, elle, passe sa vie sur les réseaux sociaux, qui, elle, tire la majorité de ses opinions de ce qu'elle voit passer sur les réseaux sociaux, qui sont parfois des médias tout à fait sérieux, mais dont l'information est sélectionnée par intelligence artificielle, et donc qui va aussi le retransmettre. En tout cas, ça se manifeste dans ces discussions avec ma grand-mère. Et ça vous montre à quel point il est difficile d'échapper à cette curation, difficile d'échapper au profiling de l'intelligence artificielle. Et donc, la question des médias sérieux, on y reviendra. Mais donc, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est un besoin, l'IA, mais un besoin artificiel, tout comme le portable. On peut vivre sans portable.
En soi, des milliards de gens l'ont fait avant l'invention du portable. C'est tout à fait possible. Mais à partir du moment où d'autres personnes ont un portable et veulent vous appeler, et veulent organiser des événements avec vous, et prévoient des choses, et vous demandent de consulter des comptes en ligne, je ne sais quoi, à partir du moment où les autres l'ont, ben, ça devient un besoin artificiel, mais un besoin bien réel malgré tout. Non, là, je parlais vraiment des smartphones en ligne. Et de même pour l'IA. C'est-à-dire que oui, on pouvait très bien vivre sans intelligence artificielle, sans ses usages actuels. Mais à partir du moment où tout le monde le fait autour de vous, ben, ça devient un besoin artificiel. Qui ne devrait pas cacher le fait qu'il y a encore aujourd'hui, en 2024, un tiers de l'humanité qui n'a pas un accès stable à Internet. Un tiers de l'humanité qu'on a littéralement oublié lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Il y a encore, notamment dans les banlieues de Nairobi, dans les zones les plus pauvres de la planète, où la main-d'œuvre est le moins chère, des gens qui vont passer leur journée à identifier des éléments sur une image pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, non pas parce que les modèles pourraient pas le faire avec d'autres IA, mais parce que c'est moins cher, qui vont passer leur temps à entraîner les algorithmes qui seront après utilisés dans les voitures autonomes, par exemple. Nous-mêmes, on le fait au quotidien. Lorsque vous remplissez un CAPTCHA, ah ben voilà, merci pour la remarque, Laurent. Oui, lorsqu'on remplit un CAPTCHA, on contribue, quelle que soit la forme du CAPTCHA. Les premiers étaient entraînés sur les archives du New York Times, ceux avec du texte, et aujourd'hui ils sont plus utilisés. Alors ça dépend des types, mais souvent avec des images qui après vont être utilisées pour l'entraînement des IA qu'on met dans les voitures autonomes. Lorsque vous cherchez à identifier tous les vélos sur une image ou tous les lampadaires sur une image, vous contribuez quelque part à une toute petite échelle à entraîner les algorithmes qu'on retrouve dans les voitures autonomes ou dans d'autres systèmes de reconnaissance d'images. Donc tout ça, c'était pour dire que l'IA est souvent invisible, qu'il ne faudrait pas la limiter à ChatGPT et qu'on l'utilise au quotidien. Et le fait qu'on ne soit pas payé, vous soulevez un autre enjeu, c'est vous dire la diversité des enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle, c'est la question de la valeur des données et de la protection des données personnelles aussi. C'est sous-jacent comme question. Mais déjà, la valeur des données qui est extrêmement difficile à mesurer. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une donnée pour l'instant? C'est sa capacité à être monétisée sous forme d'espace publicitaire. C'est-à-dire, si une donnée permet de vous faire acheter un produit, ben, elle vaudra plus, et que vous faites partie d'un CSP+, qui va acheter des produits de luxe et qui est plus difficile à capter en ligne, eh bien vos données vaudront plus cher que d'autres. Donc toutes les données déjà ne se valent pas, n'ont pas la même valeur, mais surtout la plupart du temps on les offre gratuitement. Lorsqu'on utilise Google Maps, nous, enfin vous connaissez le proverbe, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Nous, on en bénéficie parce qu'on a des itinéraires. Enfin, on n'est pas spoliés, hein, on en bénéficie aussi, mais en échange, on donne des données extrêmement précieuses sur notre géolocalisation, sur nos trajets, sur nos habitudes de déplacement, etc., qui pour l'instant sont, en tout cas pour les données de géolocalisation et toutes celles qui peuvent être rattachées à une personne, sont relativement protégées. Mais le jour où un magasin sur votre chemin pourra savoir que vous passez devant tous les matins, aura des écrans connectés, etc., il pourra mettre une publicité qui vous concerne tous les matins à l'heure où vous passez devant, ce qui est techniquement possible. Je pense qu'on sera encore dans une autre ampleur d'IA qui rentre dans nos esprits et qui sélectionne toute l'information qu'on voit jusque dans le réel, c'est-à-dire jusque sur le trajet qu'on fait tous les matins. Donc, comment reprendre le contrôle sur la valeur de nos données? Déjà être conscient des données qu'on donne en ligne, des données qu'on répand sur nous,
Donc, être conscient, essayer de les limiter pour que ces données restent précieuses. Et puis, il y a différents systèmes. L'ennui, c'est que les gens qui produisent de la donnée sont extrêmement atomisés et souvent se rendent même pas compte de tout ce qu'on en fait. Et donc, il y a différents systèmes, mais qui pour l'instant aboutissent pas vraiment. Il y a des systèmes politiques qui proposent d'avoir un revenu de base numérique, donc d'être payé tous les mois le même prix pour un usage d'Internet, puisque ces données qu'on fait, elles enrichissent principalement les gros acteurs d'Internet, les gros acteurs capables de capter et d'utiliser ces données, donc principalement les GAFAM. Et quand on regarde la capitalisation ou le chiffre d'affaires de Google, de sa maison mère Alphabet, de Meta et autres, souvent c'est des chiffres d'affaires qui vont être d'un ordre de grandeur absolument délirant, qui vont être supérieurs au PIB de la plupart des États du monde. Et donc, lorsque les chiffres d'affaires sont de cet ordre-là, évidemment, ça donne un pouvoir politique aussi, un pouvoir d'action à ces groupes qui sont pour la plupart dans la Silicon Valley. Donc, c'est non seulement être dépossédé de ces données à l'échelle individuelle et recevoir des informations et des publicités ciblées jusqu'à ne plus être confronté qu'à ce qu'on pourrait préalablement déjà aimer. Mais au-delà de ça, à l'échelle sociétale, c'est aussi un souci puisque c'est donner du pouvoir à des groupes qui ne sont pas régulés par des systèmes démocratiques sur lesquels on n'a pas de droit de vote. Vous n'allez pas voter pour la gouvernance de Google. Vous n'allez pas voter pour le prochain directeur de Meta. Et donc, oui, ça soulève d'immenses enjeux qui dépassent de loin le simple usage quotidien qu'on fait de ces technologies. Maintenant, qu'est-ce que c'est plus concrètement? Parce que j'aimerais quand même vous montrer ce que c'est. Et pour ça, j'aimerais partir d'une base de données que je connais bien et qui est magnifique, puisque c'est les 8 millions d'œuvres qui ont été numérisées par Google Agriculture. Mais il faudrait quand même d'abord se rendre compte de ce que ça fait, 8 millions d'œuvres. 8 millions d'œuvres, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous visualisez bien ce que ça représente en termes d'image. C'est gigantesque. Et donc, demandez-vous, si vous aviez 8 millions d'œuvres, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, numérisées parmi les plus grands musées du monde, comment est-ce que vous les organiseriez? Eh bien, il y a beaucoup de manières, évidemment, d'organiser les œuvres. C'est des questions qu'on se pose depuis des millénaires. Et comment est-ce qu'on organise les productions de l'esprit humain pour pouvoir les retrouver lorsqu'on en a besoin? Mais on peut les organiser de façon chronologique. Assez logique. On va mettre les œuvres de la préhistoire dans des musées de la préhistoire, les œuvres de l'Antiquité dans des musées de l'Antiquité, etc. On peut les organiser par artistes. Il y a un musée Van Gogh, un musée Rembrandt. On peut les organiser par région. Il y a des œuvres françaises, des œuvres anglaises, des œuvres russes. On peut les organiser par lieu d'exposition. Il y a les œuvres du musée du Louvre, les œuvres du musée d'Orsay. Il y a plein de manières d'organiser les œuvres. Mais les ingénieurs de Google se sont demandé, bon, c'est très bien de faire une encyclopédie, d'avoir les œuvres classées selon un ordre satisfaisant, mais nous, ce qui nous aiderait, ça serait d'avoir les œuvres classées par similarité visuelle, d'avoir ensemble des œuvres qui se ressemblent, quel qu'en soit l'artiste, quelle qu'en soit la période. Et donc, pour ça, ils ont utilisé un mode d'apprentissage de la machine, donc une forme d'intelligence artificielle, qui s'appelle l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un programme auquel ils ont donné une seule règle. Ils ont dit plus 2 œuvres dans les collections se ressemblent, plus elles seront proches. Sur une carte que je vais vous montrer, ce qui va permettre de former des clusters de similarité. Alors les clusters, depuis le Covid, on est tous familiers avec ce que c'est. Un cluster, c'est un ensemble homogène de choses qui se ressemblent.
Et alors, lorsqu'on a classé les œuvres par similarité visuelle sur une carte, c'est-à-dire qu'on a eu comme un archipel avec des petites îles d'œuvres similaires, on a eu quelques surprises. Là, c'est en train de charger, j'en profite pour vous dire que vous pouvez tous accéder à Google Agriculture et aux 8 millions d'œuvres, puisque le rôle de l'IA dedans, c'est de les rendre plus accessibles. C'est d'ouvrir de nouvelles portes vers les œuvres. Parce que 8 millions d'œuvres, c'est bien beau de les avoir apportées, mais si on ne les utilise pas, si on ne sait pas par où commencer, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'était tout l'intérêt de pouvoir les classer par similarité visuelle. Et alors parmi les surprises qu'on a eues, ce que j'aime bien faire, c'est voir ce qu'on pourrait appeler les erreurs de la machine, qui en vrai sont pas des erreurs, qui le sont parce qu'on les interprète comme des erreurs, et qui sont révélatrices de la manière dont ça fonctionne. Par exemple, si on cherche un tableau de Van Gogh, dans la vie, lorsqu'on cherche un tableau de Van Gogh, en général, on s'attend à le trouver parmi d'autres œuvres de Van Gogh. C'est logique. Ou au moins parmi d'autres œuvres d'art moderne. Ou au moins parmi d'autres tableaux. C'est le minimum. Eh bien, là, on a retrouvé une œuvre de Van Gogh, en l'occurrence, c'est sa nature morte au coin et au poire, dans un cluster qui, comme vous le voyez, regroupe essentiellement des cartes italiennes du XVIe siècle, des enluminures médiévales. Là, on a un panneau, un paravent japonais. Et donc, la nature morte de Van Gogh est ici. Je vais zoomer. Voilà. Et alors, quand on regarde, de loin, on plie sur les yeux, on comprend pourquoi les deux œuvres sont mises l'une à côté de l'autre. On voit la similarité visuelle. On voit qu'il s'agit des deux côtés de formes courbes, jaune doré, avec un petit peu de bleu, de vert, enfin des couleurs automnales, qu'il y a un cadre qu'on oublie souvent de regarder quand on est dans les musées. On oublie que ça fait partie de l'œuvre, alors que là, regardez, il a été peint au jaune, il fait complètement partie de l'œuvre. Et donc, quelque part, ça nous réapprend à voir les œuvres, mais à le voir comme un ensemble de pixels, un ensemble de formes, de couleurs. Donc oui, bien sûr, la couleur a joué, c'était une des dimensions qui a été étudiée. Par contre, la taille, par exemple, ne fait pas partie des dimensions qui ont été étudiées. Parce que sinon, on aurait eu des clusters d'œuvres petites, des clusters d'œuvres grandes, ça aurait été moins intéressant. Mais oui, les couleurs, en effet, l'ont été. Par contre, on n'a utilisé que des données qui sont relatives aux œuvres elles-mêmes. On n'a pas utilisé tout ce qu'on appelle les métadonnées, donc qui vont être des données sur les données. Par exemple, le titre de l'œuvre, qui est une manière de retrouver une œuvre parmi d'autres, mais qui ne fait pas partie de l'œuvre elle-même. Le nom de l'artiste, la date de création, tout ça, ce sont des métadonnées. Tout comme quand vous vous promenez dans une bibliothèque, vous avez des petites étiquettes sur les livres, qui sont la cote du livre, les 3 lettres, en général les 3 premières lettres du nom de l'auteur, et le genre du livre, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est un essai, est-ce que c'est de la littérature. Eh bien, tout ça, c'est des métadonnées, c'est tout ce qu'on sait sur l'œuvre, qui n'est pas l'œuvre elle-même et qui permet de la retrouver, de la classer. Donc là, cette œuvre de Van Gogh, elle est dans ce cluster assez surprenant de cartes antiques, non pas parce qu'il y a une inspiration, il est très peu probable que Van Gogh se soit inspiré de cartes de la péninsule anatolienne du XVIe siècle, mais parce qu'il y a une similarité. Et donc, déjà, c'est un beau message de se dire qu'il peut y avoir une similarité entre toutes les œuvres et puis de les regarder avec ce regard décalé, qui est en l'occurrence celui de la machine, c'est-à-dire de voir les œuvres comme une série de couleurs, de formes, de points. Mais au-delà de ça, c'est aussi intéressant de les classer pour la manière dont elles apparaissent et non pas pour ce qu'on sait d'elles. Parce que même inconsciemment, on finit par se dire « Ah ben, un Van Gogh, ça vaut plus cher qu'une œuvre qui a été dessinée par mon neveu. Donc, je dois plus l'admirer. » Là, ça met toutes les œuvres au même niveau, puisque ça les regarde, ça les classe uniquement pour la manière dont elles apparaissent. Et donc, ça, c'est une illustration de ce qui est du machine learning, de l'apprentissage machine non supervisé. C'est-à-dire que la seule règle qu'on a donnée à la machine, c'est
plus deux œuvres se ressemblent, plus elles seront proches sur la carte. Et tout ça en utilisant des données brutes, c'est-à-dire la manière dont les œuvres apparaissent et non pas ce qu'on sait sur elles. Mais maintenant, si on regarde un autre type d'apprentissage, si on se dit, bon, il arrive aussi qu'on ait énormément d'œuvres sur lesquelles on sait des choses, et en fait, c'est ces choses-là qui vont être intéressantes. On a des données qui sont labellisées. Par exemple, Google Agriculture a collaboré avec le magazine Life. Et est-ce que vous voyez ce qu'est le magazine Life? C'est un magazine qui s'est arrêté de produire dans les années 90, mais qui a marqué tout le XXe siècle et qui a photographié les plus grandes célébrités, les plus grands événements du XXe siècle. Et donc, le magazine Life avait des centaines de milliers d'archives. Et là, j'espère que ça répondra à la question des médias sérieux que vous posiez tout à l'heure, puisque le magazine Life avait 4 kilomètres d'archives qui stockaient dans des hangars aux États-Unis. Et donc, ils avaient un problème pour organiser ces photos, parce que c'est un trésor inestimable, des kilomètres d'archives, mais qu'ils ne savaient pas valoriser. Leur problème, c'était comment est-ce qu'on peut retrouver une œuvre dans toute cette collection. Donc, je vais en finir avec l'apprentissage supervisé et après, on pourra faire des questions-réponses. Comme ça, je vous aurai quand même présenté les deux types principaux d'apprentissage, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Donc, l'apprentissage non supervisé, si on utilise des données brutes, on utilise les œuvres pour la manière dont elles apparaissent. Et puis, là, je vous parle maintenant du magazine Life, qui, eux, avaient des données labellisées. C'est-à-dire, pour chaque photo, ils savaient ce qu'il y avait, ils voulaient savoir ce qu'il y avait dedans pour pouvoir reconnaître, par exemple, toutes les photos dans lesquelles apparaissent un lion, toutes les photos dans lesquelles apparaissent Winston Churchill, etc. Donc, le machine learning supervisé, c'est une forme d'apprentissage du modèle où on va l'entraîner à reconnaître, à associer des formes à des labels, à des étiquettes. C'est ce que vous faites lorsque vous utilisez, par exemple, sur Google Photos, cette option qui permet de lui présenter 3 photos avec le visage de votre nièce. Et lorsque Google Photos va être confronté à de nouvelles photos de votre nièce, eh bien, il pourra reconnaître la forme et lui associer l'étiquette. Et donc dire, c'est une nouvelle photo de votre nièce. Et donc, on a voulu faire ça avec le Life Magazine. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une petite expérience qui s'appelle Life Tags, où on a eu quelques surprises là aussi. Et puisque donc, vous voyez 6 500 000 images, ça fait beaucoup. Et donc, l'idée, par contre, si ça charge aussi lentement, on va pas pouvoir faire l'expérience, mais l'idée, c'était de pouvoir reconnaître, par exemple, tous les soldats sur l'ensemble des photos qui ont été prises par le Life Magazine à travers le XXe siècle. On y est presque pour le chargement. Et donc, ça permet d'avoir une série de mots et de reconnaître à partir de ces mots des formes, des patterns qui se répètent. Et donc ça permet de chercher à la fois des mots très concrets. Par exemple, sur n'importe quelle photo, on peut identifier les chaussures, les motos, les gants, les chapeaux. Mais aussi de retrouver des mots plus abstraits. Par ailleurs, pour répondre à la question sur les médias, ça vous donne aussi une bonne vision de ce qu'est une ligne éditoriale quand on cherche des mots plus abstraits. Si on cherche par exemple à quoi ressemble, à votre avis, à quoi ressemble le cool? Qu'est-ce que ça veut dire visuellement être cool pour un magazine américain du XXe siècle? On va faire l'expérience, mais déjà vous, dans votre tête, visualisez à quoi peut ressembler, qu'est-ce que ça veut dire visuellement être cool? C'est une question qui a marqué mon adolescence. Et bien, sans surprise, pour un magazine américain du XXe siècle, ça veut dire porter des lunettes de soleil, si possible être une célébrité. Voilà, bon, pas avoir une coupe de cheveux années 80 ou 90. Donc, pas beaucoup de surprises là.
Mais ça vous montre en effet ce qui est une ligne éditoriale. Je pense que si on faisait l'expérience sur les archives photos du Monde, on n'aurait pas forcément le même résultat. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble un gentleman, par exemple, le mot apparaissait tout à l'heure sur la photo. Oui, la coupe mulet, ça aide à paraître cool pour le Life magazine. Et à quoi ressemble un gentleman, à l'inverse? Bon, on peut imaginer qu'un gentleman, pour le Life magazine, ça veut déjà dire un costume. Voilà, déjà c'est un homme seul au milieu d'une photo, un homme blanc, hein, bien sûr. On est dans le Life magazine. Voilà, on a Churchill, gentleman, on est d'accord. Et puis, bon, parfois, on a des photos un peu plus surprenantes. Et j'aime bien cet exemple. Donc, c'est Trump jeune en costard. Qu'au regard de ses récentes déclarations, on ne peut pas vraiment traiter de gentleman, mais qui apparaît au milieu de ces photos, ce qui est la preuve manifeste que pour une IA de reconnaissance d'image, l'habit fait complètement le moine, puisque ce que l'IA a cherché, c'est un ensemble de traits, de pixels, qui vont être caractéristiques d'un label, d'une étiquette, qui en l'occurrence est celle de gentleman. Donc pour moi, ça illustre bien. On pourrait vous donner d'autres exemples de la machine qui se trompe. Alors on peut être gentleman et cool, mais il faut que la météo se prête aux lunettes de soleil plus costume 5 pièces. En tout cas, et ça illustre ce qu'est l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé. Et pourquoi supervisé? Parce qu'on a d'abord entraîné la machine à reconnaître le lien entre un motif, entre le fait de porter un costume au milieu de l'image et d'être un homme blanc, etc., entre un motif, un pattern qui se répète, et une étiquette. Et donc ça permet, lorsque la machine est confrontée à de nouvelles images qui n'ont pas été labellisées, de pouvoir attribuer le label à chacune de ces formes. Donc ça, c'était pour vous montrer rapidement deux types d'apprentissage, deux moyens d'entraîner la machine à reconnaître des formes. Soit vous pouvez l'entraîner de façon non supervisée, et donc par exemple faire des clusters de similarité, soit l'entraîner de façon supervisée, et donc cette fois l'entraîner avec des données qui ont été labellisées, qui sont plus des données brutes, mais ce qui demande d'avoir un modèle qui a déjà été entraîné à faire le lien entre l'étiquette et la forme, entre les métadonnées et les données elles-mêmes. Évidemment, il y a d'autres formes d'apprentissage et toutes les formes peuvent se combiner. On a rapidement évoqué l'apprentissage par renforcement, qui est un moyen d'orienter la machine vers ce qui est bien ou ce qui est pas bien du point de vue humain. Donc, par exemple, en lui mettant des likes ou des dislikes, lorsque un générateur de texte, par exemple, va produire tel type de réponse ou tel autre type de réponse. Donc ça, c'est de l'apprentissage par renforcement. Il y en a d'autres types, mais c'est les principaux qu'on voit et qu'on peut combiner. Donc, je voulais juste vous faire un rapide panorama de ce qu'il y a, parce qu'à chacun de ces types d'apprentissage vont correspondre différents enjeux, comme on vient de le voir sur la base de Google Agriculture.